Et si les personnes qui repoussent systématiquement les échéances importantes étaient en fait celles qui travaillent le plus dur? Ah, ça c'est un paradoxe qui bouscule pas mal d'idées reçues. Ouais, c'est clair. On a vraiment souvent tendance à associer la procrastination à une forme de paresse ou à un manque de discipline. On s'imagine tout de suite quelqu'un affalé sur un canapé qui refuse le moindre effort, hein. Mais la réalité psychologique est infiniment plus complexe que ça. Et surtout, elle est beaucoup plus épuisante pour ceux qui la vivent au quotidien. C'est exactement le point de bascule de notre exploration aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle plongée au cœur d'un sujet qui nous touche tous. On va décortiquer les concepts du livre Do the Hard Things First de Scott Allan. En français, ça donnerait Faire les choses difficiles en premier. Et je suis ravi d'être là pour en parler. Parce que quand on observe vraiment les mécanismes de l'inaction, on s'aperçoit vite que les procrastinateurs chroniques sont très souvent des individus extrêmement actifs. Bah oui, il gère des dizaines de petites urgences, il s'épuise dans des tâches annexes. Exactement. Le vrai sujet, c'est pas du tout l'incapacité à fournir un effort, c'est l'incapacité à fournir l'effort spécifique qui déclencherait un changement majeur. C'est vraiment cette paralysie face à ce qui compte. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est pas de distribuer des leçons de morale sur la gestion du temps, ou de proposer un énième planning coloré inutile. Ah non, surtout pas. Il s'agit plutôt de faire une véritable autopsie de l'évitement. De comprendre sur le plan neurologique et psychologique pourquoi notre esprit déploie une telle ingéniosité pour fuir les projets qui pourraient radicalement améliorer notre existence. Et pour ça, il faut commencer par détruire ce fameux mythe de la paresse. Si on veut résoudre ce conflit interne, il faut vraiment regarder la procrastination pour ce qu'elle est réellement. C'est un mécanisme de défense émotionnelle. Attends, un mécanisme de défense émotionnelle, donc notre cerveau essaye de nous protéger de quelque chose. Absolument. Face à une tâche qui est perçue comme monumentale ou déterminante, le cerveau identifie une menace. Et cette menace, c'est pas un danger physique évidemment, c'est une peur psychologique. Genre la peur de l'inconnu. Voilà la peur de l'inconnu, la peur de ressentir de l'inconfort prolongé, la peur de s'engager ou bien sûr la peur terrifiante d'échouer et de voir son ego abîmé. Donc en fait, c'est vraiment une réaction de protection. On pourrait comparer ça à un parent hyper protecteur. Tu sais, le genre de parent qui refuse catégoriquement d'enlever les petits trous du vélo de son enfant. C'est une excellente analogie. Pas pour l'empêcher de grandir, mais juste pour être absolument certain qu'il s'écorchera jamais les genoux. Et notre cerveau fait la même chose avec nos ambitions complexes. Il coupe carrément l'accès à l'action pour prévenir la moindre douleur émotionnelle liée à un échec potentiel. C'est une dynamique qui est très claire sur le plan cognitif. En fait, il se joue un conflit permanent entre notre cortex préfrontal, qui est le siège de la planification à long terme, et notre système limbique, qui lui gère nos émotions immédiates. C'est la fameuse bataille entre le moi futur et le moi présent en fait. C'est tout à fait ça. Le moi futur a des aspirations profondes. Il veut écrire un roman, il veut changer de trajectoire professionnelle ou assainir ses finances. Il comprend très bien la valeur de l'effort. Mais le moi présent, lui, il s'en fiche un peu du lendemain, non? Il s'en fiche complètement. Le moi présent ne fonctionne pas avec cette logique-là. Lui, il scanne l'environnement à la recherche d'une seule chose, la réparation immédiate de l'humeur. La réparation immédiate de l'humeur. Je trouve que c'est un concept qui éclaire tellement de comportements inexplicables. Si une tâche déclenche de l'anxiété, le moi présent intervient comme un pompier pour éteindre ce stress. Oui, et pas en résolvant le problème, mais en fuyant la source. Le système limbique réclame un soulagement instantané. Se confronter à la difficulté, ça demande de traverser une zone d'inconfort. Et donc le cerveau préfère opter pour une gratification à court terme, même si ça hypothèque complètement les chances de réussite à long terme. C'est un simple calcul de survie émotionnelle à l'instant T. C'est exactement le processus. Mais il y a quand même une chose qui me semble un peu contradictoire là-dedans. Si la racine de tout cet évitement, c'est la peur, pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas les symptômes classiques de la peur? Comment ça? Je sais pas, face à un dossier complexe, on n'a pas forcément le cœur qui bat à la chamade ou les mamouettes. On ressent plutôt une énorme lourdeur, un brouillard mental, une envie irrépressible de s'allonger ou de ne rien faire. C'est quand même beaucoup plus proche de la léthargie que de la panique. Et c'est là qu'intervient une nuance fascinante de notre neurobiologie. C'est vrai que la peur déclenche souvent la réponse de combat ou de suite, le fameux fight or flight. Mais il existe une troisième réponse. Ah oui, la sidération. Exactement, le freeze en anglais. Ce qu'on identifie comme de la léthargie, c'est en réalité une anesthésie émotionnelle. Une anesthésie, donc le cerveau nous endort en quelque sorte? C'est ça.
Face à l'impossibilité de combattre la tâche ou de la fuir physiquement vu qu'elle reste là sur le bureau ou dans l'ordinateur, le cerveau déploie une sorte de brouillard. Il engourdit les sens pour atténuer l'anxiété. C'est fou quand on y pense. Ce n'est donc pas un manque d'énergie métabolique, c'est vraiment une déconnexion volontaire du système nerveux pour ne pas avoir à affronter la racine de l'inconfort. Une anesthésie pour ne pas sentir la pression de l'enjeu. Et c'est là que le piège se referme, parce que le cerveau est pris dans une sacrée contradiction. Tout à fait. Il est coincé. Il veut fuir la tâche difficile pour éviter l'inconfort, mais il ne veut pas non plus endosser l'étiquette du paresseux, parce que ça créerait une autre forme de détresse psychologique, la culpabilité. Et c'est comme ça que naît ce que l'auteur appelle l'illusion de la productivité, le faux travail. Le faux travail, oui. C'est sans doute l'outil de sabotage le plus sophistiqué de notre esprit. Ah oui, il est redoutable celui-là. Puisque le cerveau refuse d'effort de la tâche principale, mais cherche quand même à justifier le temps qui passe, il va se rabattre sur des activités secondaires, des choses faciles et structurées. Genre, soudainement trier sa boîte de réception en créant des sous-dossiers colorés, ça devient une urgence absolue. Exactement. Ou réorganiser l'agencement de son bureau. Ça semble être le prérequis indispensable avant de pouvoir enfin se concentrer. On privilégie les tâches à faible résistance pour récolter de petits pics de dopamine. Ça crée un faux sentiment d'accomplissement. C'est un peu comme s'acharner à réparer la plomberie d'une maison pendant que la toiture est en train de s'effondrer à cause d'un incendie. C'est une image très parlante. On se sent très occupé, on a les mains dans le cambouis, mais on ignore totalement la crise structurelle. L'effort est bien réel, mais l'impact est absolument nul. Et le bouclier ultime de cette illusion, c'est cette petite phrase qu'on répète constamment: « Je n'ai pas le temps ». Ah oui, la fameuse excuse du manque de temps. C'est une armure parfaite contre l'introspection. Si on manque de temps, on n'est pas responsable de son inaction. On devient simplement une victime des circonstances. Mais cette excuse masque une réalité bien plus pernicieuse, non? Je pense au coût cognitif de toutes ces tâches qu'on repousse. Tout à fait. Et c'est ici qu'intervient un principe de psychologie qui est très étudié. C'est connu sous le nom d'effet Zeigarnik. Ce principe stipule que les êtres humains se souviennent beaucoup mieux des tâches inachevées ou interrompues que des tâches qui sont terminées. Donc le fait de repousser une action, ça ne l'efface pas du tout de notre radar mental. Elle reste là suspendue au-dessus de notre tête. Exactement. L'auteur évoque le concept des boucles ouvertes, les fameuses open loops. Chaque engagement non honoré, chaque projet mis de côté, agit en fait comme une application qui tourne en arrière-plan sur un smartphone. Ah oui, on ne regarde pas l'application, mais elle consomme en permanence de la batterie et de la mémoire vive. Voilà. Notre cerveau garde ces boucles ouvertes actives en cherchant continuellement à nous rappeler qu'il y a un danger latent, une tâche non résolue. C'est pour ça qu'il est tout à fait possible de se sentir mentalement épuisé un dimanche soir alors qu'on n'a strictement rien fait d'utile du week-end. Parce que le stress résiduel généré par toutes ces boucles ouvertes draine littéralement notre charge cognitive. C'est épuisant en fait. L'inaction finit par coûter beaucoup plus d'énergie que l'action elle-même. C'est une fuite constante. Alors bon, une fois qu'on a mis en lumière tous ces mécanismes, cette anesthésie, ces boucles ouvertes et ce faux travail, comment on fait concrètement pour briser ce cycle? Puisque la simple prise de conscience, ça suffit de toute évidence pas à faire disparaître la peur. Il faut bien trouver un moyen de contourner la résistance du cerveau. La clé réside dans le passage à l'action stratégique. En fait, il faut utiliser les propres failles du cerveau contre lui-même. Et la méthode la plus redoutable qui est proposée pour pirater cette résistance initiale, c'est la règle des 5 minutes. La fameuse règle des 5 minutes. Oui. Les études comportementales montrent que près de 80% de la friction qu'on ressent face à une tâche se situe avant même le démarrage. L'anticipation de la douleur est systématiquement pire que la douleur de l'action en elle-même. Donc la stratégie, c'est quoi exactement? Ça consiste à ne pas s'engager à terminer la tâche, mais à s'engager uniquement à y travailler pendant 5 minutes. Une promesse ferme, qui peut même être chronométrée s'il le faut. Et au bout de 5 minutes, on a l'autorisation totale de s'arrêter. Alors attends, je t'arrête tout de suite sur ce point parce que, d'un point de vue purement logique, ça peut paraître complètement absurde. Absurde dans quel sens? Si le projet c'est de rédiger un mémoire de fin d'études ou de construire un business plan de 60 pages, qu'est-ce qu'on peut objectivement accomplir en 5 petites minutes? Ouvrir un document Word et écrire 3 phrases, ça va pas faire avancer le projet de manière significative. C'est pas juste une astuce un peu naïve? Ton objection est tout à fait naturelle. Mais en fait, elle passe à côté de la mécanique physique de la motivation. L'objectif de ces 5 minutes n'a rien à voir avec la productivité brute. Ah, d'accord. C'est pas pour avancer le travail. Non.
L'objectif est purement psychologique. Il s'agit d'abaisser l'énergie d'activation. Pour faire une analogie avec la physique, il faut toujours beaucoup plus d'énergie pour faire bouger un objet immobile que pour maintenir le mouvement d'un objet qui est déjà lancé. C'est la différence classique entre la friction statique et la friction cinétique. Donc les 5 minutes servent uniquement à vaincre l'inertie du début. Exactement. C'est la création de l'élan, le fameux momentum. Une fois qu'on a posé les mains sur le clavier ou qu'on a trié le premier document, la montagne qu'on percevait redescend à la taille d'une simple colline. Et en démarrant, le cerveau réalise que la tâche n'est pas mortelle en fait. Voilà, l'anxiété chute drastiquement. Et en plus, le simple fait d'accomplir une micro-action libère une petite dose de dopamine qui vient récompenser l'effort. Très souvent, au bout des 5 minutes, la boucle ouverte est activée positivement. Et le cerveau préfère continuer sur sa lancée plutôt que de s'arrêter. C'est ça, l'action engendre l'action. La motivation suit le mouvement, elle ne le précède pas. La motivation ne précède pas le mouvement. C'est un changement de paradigme fondamental pour beaucoup d'entre nous, je pense. On attend tous que l'inspiration ou la motivation nous tombe du ciel pour commencer, alors que c'est le simple démarrage, même mécanique, qui la crée. Absolument. Mais pour maintenir cet élan nouvellement créé, il faut se protéger des distractions internes. Et là, il y a un autre mécanisme qui est exploré dans le livre et qui est hyper pertinent aujourd'hui. C'est l'interruption de ce qu'on appelle les impulsions soudaines. Oui, les fameux impulse snaps en anglais. C'est cette pulsion quasi électrique de fuir la tâche en cours. On est concentré depuis, disons, 10 minutes, et soudainement il y a une voix intérieure qui nous ordonne d'aller vérifier les réseaux sociaux, de regarder nos mails. Ou d'ouvrir un nouvel onglet pour une recherche totalement superflue sur Wikipédia. C'est exactement ça. C'est le système limbique qui réclame sa dose de dopamine facile. Il cherche à s'échapper de la concentration qui commence à lui demander trop d'énergie. Et face à cette impulsion, la simple volonté, ça suffit souvent pas. Parce que c'est carrément un réflexe. Comment on fait pour désamorcer un réflexe ? L'ouvrage suggère d'insérer un espace temporel artificiel entre le stimulus et la réaction. En gros, compter jusqu'à 5 avant d'agir. C'est une mécanique neurologique très précise en fait. Juste compter jusqu'à 5, ça marche vraiment ? Oui, parce que lorsqu'une impulsion surgit, elle provient des parties les plus primitives de notre cerveau. En s'imposant un compte à rebours de 5 secondes, on force l'influx nerveux à remonter vers le cortex préfrontal. Qui est la zone responsable de la pensée rationnelle et du contrôle des impulsions. Exactement. Ce minuscule délai suffit à désactiver notre pilote automatique. On passe d'une réaction subie à un choix conscient. Dans la grande majorité des cas, au bout de 5 secondes, l'urgence de la distraction s'estompe et on choisit de rester sur la tâche. C'est une sorte de coupe-circuit. On redonne le volant à la partie rationnelle du cerveau. C'est une très belle image. Mais il reste quand même un cas de figure un peu épineux. Qu'en est-il des tâches qui, même une fois démarrées, restent intrinsèquement rébarbatives ? Je pense à faire sa comptabilité ou remplir des formulaires administratifs super complexes. L'élan de 5 minutes, ça suffit pas toujours à rendre ces activités supportables sur la durée. Ah, pour ces cas très spécifiques, la psychologie comportementale propose ce qu'on appelle le principe de Premack. C'est souvent vulgarisé sous le terme de groupement de tentation ou temptation bundling. Le mécanisme repose sur l'association de la dopamine. C'est-à-dire ? Il s'agit de coupler une activité qui génère un haut niveau de résistance avec une activité qui procure un haut niveau de gratification immédiate. Associer le désagréable à l'agréable pour tromper un peu le cerveau en quelque sorte. C'est ça. Par exemple, s'autoriser à écouter un podcast captivant ou un livre audio passionnant exclusivement pendant que l'on fait des tâches ménagères pénibles. Ou de la saisie de données hyper ennuyeuse. Ah, donc, l'activité plaisante devient conditionnelle à l'activité pénible. Absolument. On utilise le système de récompense du cerveau comme un véritable moteur. L'anticipation du plaisir procuré par le livre audio vient neutraliser la hausse de cortisol générée par la corvée. Le cerveau finit par tolérer, voire même attendre avec une certaine impatience la tâche difficile, car elle devient le seul ticket d'entrée vers la récompense. C'est vraiment brillant, parce qu'on ne cherche pas à combattre la nature humaine. En fait, on l'utilise à son avantage. Mais tu sais, toute cette ingénierie comportementale, que ce soit la règle des 5 minutes ou le groupement de tentations, ça soulève quand même un problème stratégique majeur. Lequel ? Il est parfaitement possible de pirater son cerveau pour se mettre en mouvement. Et de diriger ce mouvement vers la mauvaise cible. On en revient au piège du faux travail. Passer à l'action, ça n'a d'intérêt que si cette action est déterminante. Oui, la vitesse n'est rien sans la bonne direction. C'est pour cela que la capacité à démarrer doit impérativement s'accompagner d'une clarté radicale sur nos priorités.
Savoir comment agir ne sert à rien si on ne sait pas quoi faire. Et comment on fait le tri là-dedans? La méthode pour trancher dans la complexité de nos journées consiste à identifier l'action numéro 1, l'unique tâche de la journée qui possède le plus grand effet de levier. Et l'idée, c'est de l'isoler physiquement, en l'écrivant sur un post-it unique bien en évidence sur son espace de travail. Un seul post-it. Donc on oublie les fameuses to-do list à rallonge. Surtout pas de liste à rallonge avec 20 cases à cocher. Ça ne fait qu'alimenter l'anxiété et le choix de la facilité. Il faut un seul objectif absolu. C'est le pouvoir de la contrainte visuelle. Une liste de 20 choses à faire, c'est le terrain de jeu idéal pour la procrastination. Parce que le cerveau choisira toujours la tâche numéro 19, la plus facile, juste pour ressentir la satisfaction de cocher une case. Exactement. Isoler la tâche difficile, c'est supprimer l'option de fuite. Ça me rappelle cette métaphore très visuelle qui est souvent attribuée à l'entrepreneur Jack Ma et qui est citée dans ses analyses. Si on a 9 lapins sur le sol et qu'on veut en attraper un, il faut se concentrer sur un seul. C'est d'une logique implacable. Si on court après les 9 lapins en même temps, le regard passe de l'un à l'autre, on s'épuise en changement de direction et on ronde bredouille. La libération psychologique, elle réside dans le fait d'accepter de perdre 8 lapins, de leur donner consciemment la permission de s'échapper. Tout ça pour avoir la certitude mathématique d'en capturer au moins un. Dire non à l'urgence triviale pour dire oui à l'impact majeur. Et ce qui nous amène directement à l'application concrète de la loi de Pareto, la fameuse règle des 80-20. Dans n'importe quel domaine de la vie, 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. C'est universel. La tragédie du procrastinateur, c'est de consacrer l'immense majorité de son temps et de son énergie nerveuse aux 80% d'activités périphériques qui ne génèrent que très peu de valeur. Identifier le lapin unique, écrire cette tâche décisive sur un post-it, c'est forcer l'esprit à habiter dans ses 20% vitaux. C'est refuser de se noyer dans l'accessoire. Mais là encore, on se heurte à un dernier obstacle qui est très humain. Une fois qu'on a défini notre tâche prioritaire sur ce fameux post-it, on reste le seul arbitre de notre propre succès. Oui, on est face à nous-mêmes. Et s'il y a une chose pour laquelle l'être humain excelle, c'est la négociation avec soi-même. C'est incroyablement facile d'annuler un contrat passé avec soi-même. De regarder le post-it à 18h et de se dire bon, les circonstances ont fait que je ne pouvais pas. On verra ça demain. Personne n'est là pour nous sanctionner. C'est toute la limite de la volonté individuelle. La négociation interne, c'est vraiment l'ultime rempart de l'inaction. Et pour la contourner, il faut introduire une variable qui pèse plus lourd psychologiquement que l'inconfort de la tâche, la friction sociale. La friction sociale, c'est-à-dire? C'est le principe de la responsabilité externe. Le livre utilise des exemples frappants, notamment celui d'acteurs de premier plan ou de grands chefs d'entreprise très accomplis. Malgré une éthique de travail prouvée, ils ressentent le besoin de rendre des comptes quotidiennement à un coach, un mentor ou même un collègue. L'exemple de Hugh Jackman est très parlant à ce sujet. Donc le simple fait d'ajouter un témoin à ses engagements, ça change tout? Exactement. Le fait de savoir qu'une autre personne s'attend à recevoir un message de confirmation à une heure précise, ça court-circuite nos excuses habituelles. On a beaucoup plus de mal à justifier notre inaction face à autrui que face à notre propre miroir. Ah, c'est sûr. L'anticipation de la gêne sociale liée au fait de devoir avouer qu'on a encore repoussé l'échéance, ça devient un moteur d'action plus puissant que la peur initiale de la tâche. On utilise la pression sociale de manière chirurgicale, comme un vrai garde-fou. C'est exactement ça. C'est fascinant de voir comment toutes ces différentes stratégies s'emboîtent. On décode la léthargie comme un signal d'alarme de la peur. On identifie les manœuvres de diversion de notre cerveau. On abaisse la barrière d'entrée avec des temps très courts de 5 minutes pour créer du mouvement. On cible ce mouvement sur une priorité unique. Et enfin, on verrouille le tout avec la présence d'un tiers. C'est une architecture complète pour reprendre la maîtrise de son temps. Une architecture défensive contre notre propre tendance à l'évitement, mais il est quand même crucial de souligner un point fondamental. Avec des termes comme tactique, architecture ou règles, on pourrait vite croire que l'objectif ultime est de se transformer en une machine d'efficacité froide et impitoyable. Une version robotique de soi-même qui ne faiblit jamais? Voilà, et ce serait une lecture totalement erronée de ces concepts. Effectivement. Et c'est peut-être la nuance la plus importante à apporter en fin de compte. Au fond, toute cette analyse de la procrastination ne vise pas du tout à alimenter la culture d'une performance toxique où l'on se flagellerait à la moindre baisse de régime. L'essence de cette démarche, assez étonnamment, elle repose sur la clémence. C'est un processus qui demande de se pardonner à soi-même. Se pardonner de ne pas être parfait. Oui,
continuer à porter le poids des projets abandonnés par le passé, ruminer sur les années qu'on a prétendument perdues, c'est précisément ce qui alimente l'anxiété du mois présent. Et comme nous l'avons vu, plus l'anxiété est forte, plus le besoin d'anesthésie et de fuite est grand. La culpabilité, c'est le carburant de la procrastination. L'idée, c'est d'accepter cette nature imparfaite, d'admettre que face à l'inconnu, la peur est légitime. Il ne s'agit pas de supprimer la peur, mais d'avancer malgré elle, armé de méthodes pour ne plus se laisser paralyser. C'est un apprentissage de l'action imparfaite. Accepter que le brouillon soit mauvais, que le premier pas soit maladroit, mais comprendre que le mouvement vaut toujours mieux que la paralysie d'une attente illusoire du moment parfait. Le moment parfait, cette fameuse promesse du lendemain, ça n'existe tout simplement pas. Il ne se matérialise jamais de lui-même, c'est à nous de le forger. Et pour synthétiser toute cette réflexion, voici une question centrale à laisser infuser dans les esprits. C'est un exercice de clarté un peu brutal. Je t'écoute. Si on observe sa trajectoire actuelle, sans jugement, mais avec lucidité, quelle est cette action unique, cette tâche si redoutée et soigneusement évitée aujourd'hui par une multitude de faux prétextes, mais qui, si elle était affrontée et résolue, posséderait le pouvoir de transformer radicalement la trajectoire des 5 prochaines années? Waouh, c'est la question qui remet les compteurs à zéro, ça. Elle pointe directement vers le lapin qu'il faut attraper. Ce qu'on a pu décortiquer aujourd'hui ne représente bien sûr qu'une petite fraction des mécaniques et des outils pratiques disponibles pour démonter ce sabotage de l'évitement. Il y a tellement plus à découvrir. Absolument. Plonger en profondeur dans l'intégralité de ces travaux, c'est vraiment s'offrir le manuel d'instruction pour bâtir son propre système de résilience face à la difficulté. La prochaine fois que cette lourdeur familière apparaît devant un écran ou un projet complexe, il suffira de se rappeler que l'inertie, c'est pas une fatalité. Et que 5 petites minutes de mouvement peuvent faire basculer tout l'équilibre des forces. Exactement. Merci pour cet échange passionnant et pour toutes ces clés de compréhension. C'est le moment d'aller affronter nos propres lapins.